jour, le 12 octobre prochain, les Camerounais sont appelés à élire le nouveau président de la République. Une élection présidentielle cruciale au vu des enjeux et des espoirs qu'elle charrie pour le développement de notre pays. Représentant environ 3% du PIB mondial, avec plus de 500 millions d'employés à travers le monde, la culture reste un pan important de la vie socio-culturelle et économique des nations fortes et modernes. Au Cameroun, malgré un potentiel énorme, la culture reste le parent pauvre des politiques publiques, avec une contribution minimale, voire quasi inexistante, au développement socio-économique de notre pays. Pour remettre, comme qui dirait, la culture au centre du village lactique, le regroupement des professionnels des industries créatives et culturelles du Cameroun propose un pacte culturel tenant en 10 points pour les candidats à la présidentielle du 12 octobre prochain. Un pacte qui remet ainsi au cœur du débat la contribution efficace et concrète de la culture au développement de notre pays. Et quelle est la place justement que cette culture et l'éducation occupent dans les propositions de ces candidats? On revoit tout ça dans cette édition de Stratégie avec notre invité, grand témoin, Ruben Binam Bikoy. Il est le vice-président de l'ACTIC, le regroupement des acteurs des industries culturelles et créatives du Cameroun. À suivre également notre focus sur la rentrée scolaire 2025-2026 et les mécanismes de financement utilisés par les parents pour assurer un retour en bonne santé de leurs enfants à l'école. Tout de suite, voici le sommaire de Stratégie que déroule Jocelyne Zoandeng. Sommaire de Stratégie. Quelles sont les offres des candidats à la présidentielle en matière de culture et d'éducation? Stratégie mène l'enquête et vous propose également un retour sur la rentrée scolaire 2025-2026 au Cameroun. Invité grand témoin du mois, Ruben Binam Bikoy, le vice-président de l'ACTIC, présente le pacte culturel de l'ACTIC et les grands défis de la culture pour le prochain septennat. Bienvenue sur Stratégie, le magazine de l'économie actuelle. Notre invité grand témoin du mois est Ruben Binam Bikoy, vice-président de l'ACTIC et par ailleurs promoteur du centre culturel Ubuntu qui nous accueille ce matin. Bonjour Ruben. Bonjour Lionel. Et merci de nous accueillir ici pour parler des activités et du regroupement des acteurs des industries culturelles et créatives du Cameroun. Première question. Il y a quelques semaines, ici même, au centre culturel Ubuntu, s'est tenue la conférence de présentation du pacte culturel de l'ACTIC. À quelques heures de la présidentielle, à quelques heures du début de la campagne électorale, est-ce que vous avez l'impression que le cri que vous avez lancé ce jour-là a été écouté? Nous avons l'impression en tout cas que ce rendez-vous a eu un intérêt pour beaucoup, que ce soit la presse, que ce soit les candidats eux-mêmes à l'élection présidentielle, du moins ceux qui ont pu se rendre disponibles. Ils ont montré un intérêt assez certain à ce que nous avons proposé, à cette démarche. Est-ce que le cri a été entendu? Je pense qu'il faut un peu de recul pour voir les effets de la rencontre qui a eu lieu ici le 12 septembre dernier. Mais nous sommes déjà contents de la mobilisation qui a eu cours. Alors, on a vu quelques 2 ou 3 candidats qui étaient présents, qui ont reconnu le fait que c'était un cri qu'il fallait pousser. Mais on a envie de vous demander, est-ce que vous l'avez adressé à tous
les candidats? Ils sont 12 qui sont en lice aujourd'hui, 13 si on inclut un des acteurs centraux de la présidentielle. Oui, Actic a pris la peine de saisir chacun des candidats, du moins leur comité, leurs différents bureaux de campagne, de les informer, correspondance à l'appui de cette démarche-là. Ils ont été formellement invités à prendre part à cette conférence, puisqu'elle était organisée dans l'intérêt de discuter avec eux, de leur présenter le programme, le pacte que nous défendons vis-à-vis du Cameroun par rapport à un candidat de quelque bord qu'il soit. Puisque pour nous, l'idée, c'était, et c'est toujours, de permettre à tous ceux qui ont une ambition politique pour le Cameroun d'intégrer la culture dans le domaine de la vision qui est la leur. Mais est-ce que ce n'était pas un peu casse-pipe de le faire à quelques semaines de la présidentielle? On sait qu'à cet instant précis, le 12 septembre, pour revenir sur la date à laquelle s'est tenue l'activité, 90% des programmes politiques et culturels sont déjà définis. Les candidats connaissent les lignes directrices de leur mandat au cas où ils sont élus. Est-ce que ce n'est pas un peu casse-pipe de venir leur dire voilà ce que nous proposons, voici ce que nous voulons au niveau de la culture? Ça pourrait paraître casse-pipe comme vous dites, mais en tout cas la pertinence de l'action ne nous semble pas si discutable que cela. Nous avons bien pris la peine de lire le programme de la plupart des candidats et très rares sont ceux qui ont même manifesté le moindre intérêt sur les questions relatives aux industries culturelles et créatives, à la culture en général. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous nous sommes dit que nous avions le devoir de réagir pour proposer quelque chose. Ça veut dire que la culture, elle va mal au Cameroun. Si vous avez besoin de réagir, ça veut dire qu'il y a un problème et qu'il faut que ce problème soit adressé par ceux qui veulent gouverner ce pays. Alors je le dirais au nom d'Actic de cette manière. La culture est un levier indiscutable du développement. Ne pas considérer la culture dans une stratégie de développement ou dans une stratégie plus globalement politique, c'est une erreur monumentale. Et c'est le message que nous avons voulu passer dans le cadre de Actic et en interpellant de manière frontale, publique et j'ai presque envie de dire spontanée, comme vous avez dit au pied levé, chaque candidat. Nous n'avons pas de parti pris, mais au moins eux ont un point commun, c'est qu'ils n'ont pas considéré la culture comme un instrument j'ai envie de dire, de vision dans leur stratégie. Parce que la culture est parfois et toujours reléguée au parent second plan. pauvre. Certains, le parent pauvre de la Oui. politique au Cameroun et même des politiques publiques. Il faut inverser la courbe, il faut changer le paradigme et c'est ce que vous voulez impulser à l'Actic. Tout à fait. Il est temps aujourd'hui qu'on se réveille et qu'on se rende compte que nous vivons dans une autre réalité. Le monde aujourd'hui est un monde de créateurs, quels qu'ils soient. Des créateurs qui sont du domaine professionnel, des créateurs qui sont même des amateurs et qui aujourd'hui, juste par passion, malgré leur amateurisme, réussissent quand même à générer une somme considérable d'intérêt pour ce qu'ils font. Et ces créateurs s'appuient sur des supports qui sont liés à ces activités que nous avons classées dans le secteur des industries culturelles et créatives. Je vais vous citer la prise de vue. Tout le monde aujourd'hui est preneur de vue. Tout le monde aujourd'hui fait des photos. Tout le monde aujourd'hui génère du son ou de la musique pour accompagner l'image. Bref, tout le monde est entré dans le secteur de la créativité, pour ne pas dire des secteurs créatifs, dont beaucoup qui sont des professionnels au Cameroun cherchent encore les moyens, les voies et moyens d'exister, de subsister, parce qu'on en est là. Concrètement, la culture peut être et doit être un levier central dans les politiques publiques pour le développement économique du Cameroun, parce que la culture, elle est présente partout. Avec Actic, nous pensons que la culture est le levier central du développement d'une communauté, d'un pays. Pourquoi? Parce que la culture, c'est tout ce que nous sommes. La culture, c'est comment nous parlons, ce que nous mangeons, comment nous nous coiffons, comment nous nous habillons, parfois même comment nous marchons, quelquefois comment nous dansons, ce que nous écoutons. La culture, c'est la vie. Envisagez la vie des personnes qui vivent au Cameroun, qui sont citoyens camerounais, pendant 7 ans parce qu'on veut devenir le président de la République, sans tenir compte de tout ce qui fait la vie d'un Camerounais, et je me demande où on va. Et là, on va changer ce paradigme. On va revenir tout à l'heure sur ces grands défis du secteur de la culture pour montrer un peu plus qu'avec la culture, il y a une industrie à développer, il y a surtout une économie qu'il faut générer et qu'il faut encadrer pour permettre au Cameroun de se développer. Je vais un peu titiller le parent d'élève que vous êtes. Nous sommes quelques semaines après la rentrée. Vous avez réussi à gérer la rentrée paisiblement de votre côté? Pari tenu.
Pari tenu. Oui. Dans notre cas, je suis de ceux qui ont l'habitude d'anticiper. Pour ne pas courir à la dernière minute, c'est plus confortable. Anticiper, ça c'est ce que certains parents font également. On va marquer ensemble le premier arrêt de cette édition de Stratégie pour regarder ensemble et le découvrir, le focus de la rédaction de Stratégie sur la rentrée scolaire 2025-2026. Entre tontines, crédits scolaires et autres astuces, nous allons découvrir comment les parents camerounais réussissent chaque année à financer les études de leurs enfants. Un regard également sur les préparatifs de la rentrée au sein des établissements avec des offres qui sont taillées sur mesure pour les parents en fonction naturellement de leurs moyens. C'est un focus réalisé par Jocelyne Zoandeng avec Richard Mani-Ongene et Arnold Ndal. Comme la fin d'une année scolaire est le temps des récoltes pour parents et élèves en termes de résultats, la rentrée scolaire, elle, est celui des semailles. Des semailles bien particulières, car elles ne se font pas avec des graines, mais avec des billets de banque. Septembre marque dans le début d'un périple toujours plus houleux pour les parents. Entre fournitures scolaires, frais de scolarité et autres achats, la facture souvent très salée est généralement au-dessus des moyens dont disposent les géniteurs. Pour faire face à cette période de l'année, il convient donc de se préparer et de choisir la stratégie qui cadre avec sa situation financière. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Une maxime qui place l'éducation au rang des priorités lorsqu'on a pour objectif d'assurer un avenir radieux à sa progéniture. Mais de la volonté aux actes se trouve un fossé béant qui devient au fil des ans de plus en plus difficile à combler. Et pour cause, une éducation de qualité coûte cher, tellement cher que le mois de septembre est devenu celui de toutes les galères, comme nous le confie ce père de famille venu acheter des livres pour 6 enfants. La rentrée avec les grands enfants en enseignement supérieur et puis au secondaire, ça nous coûte excessivement cher. Une difficulté qui semble être commune pour la grande majorité des parents lorsqu'on sait que le salaire minimum interprofessionnel garanti au Cameroun est fixé à 43 969 francs CFA par mois. Un montant pourtant fixé après la récente revalorisation intervenue le 23 février 2024. Ainsi, son salaire en main, l'on doit pouvoir payer la scolarité, les fournitures, les manuels scolaires et le nécessaire vestimentaire dont chaque enfant a besoin pour aller à la quête du savoir. Pour avoir une estimation des prix homologués pour les manuels scolaires pour le compte de cette année au Cameroun, nous nous sommes rendus à la librairie Nogima, située au marché central de Yaoundé, où Roxane, vendeuse dans la structure, a bien voulu nous renseigner. Bon. Si ce sont les livres du secondaire, par exemple, pour les livres de 6e, le parent a besoin d'avoir moins de 45 000 pour les livres de l'enfant. Donc, et pour les livres de la 3e et de la seconde, c'est à peu près le même montant. Le livre du moins cher, c'est 1900. Ce sont les œuvres. Mais si c'est pour les autres livres comme français, anglais, maths, ils vont de 4500, 5500, voire 8000. Des sommes qu'il faut parfois débourser pour une famille de 4 à 5 enfants, lorsque les programmes scolaires changent d'une année à l'autre, ne permettant pas aux cadets d'utiliser les livres des aînés. Ce qui n'est pas toujours au goût des parents déjà acculés par les dépenses. Non, les programmes changent. On se retrouve avec une tonne de livres à la maison qui ne servent plus pour la suite. Bon, on essaie de jeter de temps en temps un coup d'œil parce qu'il y a forcément un truc dans la nouvelle version qui n'existe pas dans la précédente. C'est un peu comme ça. Les manuels des aînés sont accumulés à la maison. On n'arrive pas à vendre les anciens pour acheter les nouveaux. Ce qui fait que le renouvellement du budget est à 100% chaque année. On renouvelle, on revient, on ne bénéficie pas des avantages d'ancienneté. Pour cette année 2025-2026,
Les livres au programme de l'année antérieure ont été maintenus. Et c'est bien heureuse que nous retrouvons Clarinda Makungang au marché Bourbi, venue changer les livres de ses enfants afin de se procurer de ceux des classes supérieures. Donc, comme il n'y a pas l'argent, on prend les livres de l'année passée. Et comme on n'a pas encore changé le programme, non. Oui, on prend les livres de l'année passée pour venir changer, pour prendre les livres de cette année. Comme on a dit que les livres de cette année-ci, donc l'année passée, ne seront plus au programme l'année prochaine. Donc c'est l'année prochaine qu'on va acheter les nouveaux livres. Oui, et changer très économique. Il a acheté les livres peut-être à 3 000, on va changer à 1 000 francs, bien 500, comme ça. Pour changer les livres, le vendeur prend en compte un certain nombre de paramètres, parmi lesquels l'état d'usage du livre, le prix du livre à neuf et la classe dont il est question. En plus du livre, le client remet au vendeur une somme allant de 1 000 francs à 5 000 francs CFA, montant qui est fixé après un examen minutieux du livre qu'il a apporté. Joël Collins Ndé est tenancier d'un point d'échange et de vente de livres. En cette période de l'année, les affaires sont plutôt bonnes. La majorité des parents préfèrent venir avec des vieux livres changés, prendre, puisque ça devient le coût un peu moins par rapport aux parents qui se dirigent à la librairie. Un moyen de réaliser des économies qui est de plus en plus utilisé par les parents en période de rentrée scolaire et même tout au long de l'année. Après les livres, place aux cahiers, une autre bouche de dépenses qu'il faut considérer dans ses projections pour le retour sur les bancs. Afin d'apporter un peu de soulagement aux parents, le ministère du Commerce a initié des ventes de fournitures à prix promotionnel au marché périodique du boulevard du 20 mai. Une initiative qui trouve grâce aux yeux de certains parents. Bon, généralement, je fais mes courses ici parce que le prix est relativement moins élevé qu'ailleurs. Donner un exemple de ce cahier que je connais parce qu'il est piqué, il est broché. À un pas d'ici, on le vend 2 fois le prix qu'on m'a vendu. Donc l'accueil est bien, les prix sont intéressants. C'est ça qui m'a résolu à acheter chez eux aujourd'hui. C'est des réductions, bon, mine de rien, bon, pour un 400, 500 000 francs, on finit par faire des économies. Avec cet argent, on peut acheter d'autres choses. Il m'est arrivé d'acheter des livres moins chers que sur la liste officielle. Parce qu'il consent encore des baisses, une petite réduction, je crois, c'était 10%. Donc, nous, c'est véritablement une initiative appréciable. Une fois les fournitures achetées, reste encore à ce stade à régler la facture dans l'établissement scolaire. Ici, le choix peut se faire entre les écoles publiques et celles du secteur privé. Au Cameroun, l'école publique primaire est officiellement gratuite depuis l'année scolaire 2000-2001. Cependant, la réalité sur le terrain est tout autre car au-delà des frais de scolarité, la cotisation obligatoire de l'association des parents d'élèves, qui est généralement fixée à 25 000 francs, vient en quelque sorte réduire le soulagement apporté par cette gratuité. Dans les établissements publics, l'inscription est relativement moins chère, mais l'APE nous ponctionne tellement parce que, imaginez-vous, l'inscription dans un lycée, 7 500, alors que l'APE, c'est 25 000. C'est lourd. Et dans le privé, c'est également lourd, parce que quand vous fuyez le public pour aller au privé, c'est encore vraiment difficile. Il faut donc payer les frais d'APE pour avoir une place dans une école primaire, tandis que pour le secondaire, en plus de l'APE, il faut prévoir 7 500 francs CFA de frais d'inscription pour le premier cycle et 10 500 francs CFA pour le second cycle. Ceci uniquement pour les établissements publics. Pour ce qui est des établissements privés, il faut ajouter un peu plus de billets de banque à la note.
Puis Roma, le vert là, c'est pas une bonne couleur. Ne mets plus ça. Hey, vous avez coupé les fleurs là. Erika Lindou est le fondateur du groupe scolaire bilingue et entrepreneurial Les Petits Génies. À quelques jours de la rentrée scolaire, c'est le grand toilettage au sein de l'établissement. Nettoie ici. Parce que les toilettes ici seront opérationnelles cette année. Madame Nadège, c'est ici que tu es. Hein? On va installer they will put the door very soon. The carpenter is coming to put the doors. Then the painter will put you some. Yeah, they work today. Hey! There's no blackboard. My God. My God. Okay. So they have sent you here. Okay. Roma, c'est bon? La bibliothèque. La bibliothèque de l'école. Donc, on a déjà monté les meubles. Et voilà l'arsenal. Les livres qui seront classés toujours ce jour, quoi. Ce jour. Donc, on va vraiment au pas de course. Bruno, ça va? Viens voir là où tu commences avec les portes. Hein? Parce qu'il y a certaines salles qui seront utilisées. Tu mets la porte, tu commences par ici. Les carreaux sont déjà OK. Tu mets ici. C'est la bibliothèque. Les carreaux sont déjà OK. Il y a... Monsieur Ango, est-ce que ce n'était pas facile? C'est ça, les tableaux. Il y a les contreplaquettes en bas qui ont déjà le truc, non, l'ardoisine. Les contreplaquettes en bas qui ont déjà l'ardoisine. On peut les exploiter déjà. Les inscriptions vont bon train au sein de cet établissement réputé pour la qualité de ses enseignements, qui ne se limitent pas qu'au système conventionnel qu'on retrouve en général dans les écoles, mais intègre en plus l'initiation au métier en mettant à la disposition des élèves des professionnels de divers corps afin de faire éclore des talents dès le primaire. C'est très intéressant de voir qu'un enfant sait comment on peut s'occuper d'un poulet, le faire grandir. Comment est-ce qu'on obtient par exemple un épi de maïs en faisant en semant une graine. Voilà, et comment par exemple on obtient la fabrication du mentolatum, parce qu'en saison sèche souvent c'est très important pour eux. Et quand l'enfant connaît comment on produit ce mentolatum, c'est vraiment très très intéressant. Nous nous sommes rendus compte qu'à Petit Génie, ce n'est pas juste l'éducation classique. Donc en fait, ils forment aussi des petits entrepreneurs qui seront indépendants demain. Donc déjà à partir de la 6e, à partir de 3e, l'enfant est capable de produire, de générer de l'argent. Donc je pense que ce système-là nous a vraiment motivés et nous nous sommes dit que là, nos enfants seront des petits génies, ils vont travailler, ils vont fréquenter à Petit Génie. Mais à quel prix? Un coup d'œil sur la fiche de renseignement et nous sommes fixés sur la question. L'inscription se paye à 20 000 francs non remboursables et les frais de scolarité s'élèvent à 300 000 francs CFA. Une somme qui se paye en 3 tranches, à savoir 150 000 francs à l'inscription, 100 000 francs en novembre et 50 000 francs au plus tard le 6 janvier. Ceci pour les cycles maternels et primaires. C'est donc qu'il faut convenablement se préparer à affronter cette période de l'année. Pour le faire, une stratégie est de plus en plus choisie par les parents. Madame Ebodé et Monsieur Tiami l'ont eux aussi adopté et semblent y trouver leur compte. Le mois de septembre, c'est un mois de casse-tête pour les parents, mais pour apporter la rentrée, on compte sur les tontines. Parce que les âges au niveau des banques, c'est un peu élevé. Donc c'est au niveau des tontines qu'on essaie de s'organiser pour la rentrée scolaire. Il y a l'épargne sous forme de tontines. Et lorsque le mois de septembre arrive, quand ce n'est pas votre tour de gagner, vous êtes obligé de négocier avec celui qui a un bon emplacement pour pouvoir bénéficier. Et c'est également de la perte d'argent parce que
celui qui vous cède sa place vous demande de cotiser à sa place aussi. Donc voilà les détours qu'on fait pour lorsqu'on n'est pas privilégié par rapport aux tontines. On ne peut pas compter sur autre chose, c'est difficile. Les épargnes scolaires dans les groupes de tontines. Une méthode qui entre de plus en plus dans les habitudes des populations pour résoudre l'équation de la rentrée scolaire. Pour mieux toucher du doigt la réalité des épargnes scolaires dans les associations, nous sommes aujourd'hui au quartier à la Barrière à la rencontre d'une association appelée Entre nous les femmes. Une association qui regroupe des femmes qui, tout au long de l'année, épargnent de l'argent afin de subvenir à leurs besoins, mais surtout afin de faire face aux rentrées scolaires. Je ne suis pas encore entier. Tu n'as pas encore. Binko, Suzanne. Julienne Peck est la présidente de l'association Entre nous les femmes. Entre nous les femmes. Entre nous les femmes. Entre nous les femmes est une association, comme vous l'avez suivi, entre nous les femmes, entre les femmes. Et ici, notre objectif, c'est l'entraide, l'assistance, les finances. Nous nous soutenons comme nous pouvons. Et nous avons au sein de l'association des fonctionnaires, des femmes d'affaires, des agricultrices et puis des ménagères, des bayamselam même. Tontine de 10 000. À quelques jours de la rentrée, c'est la séance de cassation de l'épargne scolaire. Dans Entre nous, une épargne scolaire, c'est cette petite épargne que chaque femme, qu'elle ait des enfants à l'école ou pas, parce que nous avons toutes des enfants en charge, qu'ils soient les nôtres ou pas, dans la famille. Nous avons des orphelins dont nous nous en occupons. C'est cette petite épargne que chaque femme fait chaque fin du mois. Et nous commençons cette épargne au mois d'août. Donc comme aujourd'hui, par exemple, nous avons la cassation de la caisse d'épargne, la caisse scolaire. Parce que dans notre association, nous avons deux épargnes. Nous avons l'épargne annuelle et nous avons la caisse scolaire qui nous aide pour les rentrées scolaires. Nous allons faire cette cassation aujourd'hui et nous allons reprendre avec les épargnes. Vous voyez donc que ce n'est pas facile pour une femme qui n'adhère pas dans une association de faire une épargne. Cette épargne est comme une contrainte. Elle nous amène à faire des économies. Et voilà en fait le rôle de la caisse d'épargne. L'association qui existe depuis plus d'une dizaine d'années avait pour objectif de départ de doter les femmes d'ustensiles de cuisine. Au fil des années, cet objectif s'est élargi afin de s'adapter aux difficultés que les adhérentes rencontraient au quotidien, parmi lesquelles le financement de la rentrée scolaire de leur progéniture. Françoise Emilienne Zo est la fondatrice d'Entre nous les femmes. L'épargne scolaire en ce moment-ci, où la vie est devenue chère et où les parents sont appelés à subvenir aux besoins des enfants. Cette épargne scolaire est un plus. Je peux même dire que c'est le maillon essentiel pour subvenir aux besoins de nos enfants et soutenir nos conjoints. Parce qu'une femme est l'aide de l'homme. À travers cette épargne scolaire, nous soutenons nos hommes dans la gestion des besoins de l'année scolaire. Une solution que l'institutrice principale à la retraite trouve plus flexible en comparaison au crédit scolaire octroyé par les institutions bancaires. Madame, je pense que sans toutefois dénigrer les banques, qui sont des institutions de l'État, l'épargne scolaire au sein des associations est libérale. C'est pas, tu peux déposer en fonction de tes moyens. Le mois où tu ne te sens pas à l'aise, tu ne déposes pas. Par contre, à la banque, une fois le crédit déjà pris, tu vas te couper les traites, que tu sois malade ou pas. Tandis que lorsque tu déposes volontairement ton argent, tu es libre de suspendre
tes dépôts, si tu as déjà atteint tes objectifs, de reprendre si tu vois que ça ne suffit pas. Mais quand au niveau de la banque, vous connaissez les traites là, on est obligé d'aller prendre le découvert et tout. Et ça joue sur la gestion du budget familial. Donc, je conseillerais aux femmes de faire des épargnes dans leurs associations. Membre d'entre nous les femmes depuis la création de la Réunion, Madame Veuve Azeugue dit avoir trouvé en ce processus d'épargne un moyen infaillible pour assurer la scolarisation de ses enfants. Je suis mère de 5 enfants. J'étais 6, on est parti. Et l'épargne scolaire m'aide tellement par rapport à la rentrée. Surtout comme je suis devenue veuve là. C'est vrai qu'avant, mon mari ne m'aidait pas. C'est par rapport à l'épargne là que je m'en sortais. Que quand il ne donne rien, on me remet. Je n'ai pas payé la scolarité des enfants. Donc les réunions et les associations me boivent. Institutrice en service dans une école publique de la ville de Yaoundé, Marthe Ella reconnaît l'utilité de cette épargne qui lui permet d'apporter sa contribution pour les dépenses de son foyer pour les besoins scolaires. L'épargne scolaire nous aide vraiment. Parce qu'au début d'année, vous-même, vous vous fixez des objectifs à atteindre. Ça veut dire, vous pouvez vous décider, faire par mois un dépôt de 20 000 francs. Pour qu'au mois d'août, je crois peut-être 12 ou 10 mois après, va vous donner 200 000, y compris quelques intérêts. Ça fait que si, prenons mon cas par exemple, si j'ai à ma charge peut-être 2 ou 3 enfants, je sais déjà que pour un début, ça peut déjà les aider au niveau des inscriptions, des documents et des sacs. Sans toutefois oublier que quand vous êtes en couple, monsieur aura son apport. Ça veut dire que les 200 000 là, c'est par rapport à votre apport personnel. Oui. Ça veut dire que vous allez dire à monsieur, voilà ce que j'ai pu cotiser, ou alors voilà ce que j'ai pu contribuer par rapport à la rentrée de nos enfants. Épargner pour la scolarité n'est pas qu'une affaire de parents. C'est ce que nous fait comprendre Anne Bassi, jeune étudiante et membre de l'association. Je dirais que l'épargne scolaire est très important pour les femmes et aussi pour les jeunes. Parce que personnellement, étant à l'école des infirmiers, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis de payer au moins la moitié de ma pension. Donc c'est très important en fait. C'est bénéfique et ça soulage le parent, ça soulage l'étudiant. Je me suis dit, tiens, voilà une idée pour moi, ça pourrait aider, ça pourrait soulager mon parent. En association ou dans les banques, avec le salaire ou encore avec le produit de diverses activités sources de revenus, en cette période de rentrée scolaire où est mise en terre la graine de l'éducation, chaque parent y va selon sa stratégie dans le but de garantir à sa progéniture le nécessaire pour prendre la route de l'école. Et une fois une rentrée scolaire validée, c'est le moment de commencer à préparer celle à venir afin de ne pas, comme la cigale dans les fables de La Fontaine, se retrouver aux abois une fois la rentrée suivante venue. Retour sur le plateau de stratégie avec un autre invité grand témoin, Ruben Binambikoy, qui est le vice-président de l'ACTIC, le regroupement des acteurs des industries culturelles et créatives du Cameroun. Ruben, on vient de voir ce reportage. L'éducation reste également un levier central. Quand on parle de la culture, beaucoup ont l'impression qu'on exclut parfois l'éducation. Pourtant, l'éducation est un pan important de la culture. Absolument. L'éducation, c'est transmettre des valeurs aux plus jeunes, aux nouvelles générations. Qu'est-ce qu'on met dans les valeurs qu'on transmet aux nouvelles générations? On met un ensemble de composantes, parmi lesquelles, évidemment, des contenus culturels. L'identité du Camerounais se transmet de génération en génération. Lorsqu'on pense à l'éducation du Cameroun, on va mettre à l'intérieur du concept des contenus qui sont spécifiques à dire être Camerounais, qu'est-ce que c'est?
Et là, on revient encore dans les propositions qui ont été adressées aux candidats, parce que l'un des pans, justement, de ce pacte, l'un des points concerne la réforme de l'éducation nationale, en intégrant beaucoup plus des paramètres liés à la culture. Ça veut dire qu'il faut intégrer carrément l'histoire, les valeurs camerounaises et surtout la culture dans les programmes de l'éducation nationale qui semblent parfois s'adresser à des réalités différentes que les nôtres. Je vais vous le lire comme ceci. Intégration systémique de la culture dans l'éducation et la formation. Nous sommes en plein dans le sujet. Comment est-ce que vous voulez construire une génération de Camerounais conscients de ce qu'ils sont, conscients des valeurs qu'ils portent, conscients de la responsabilité qui sera la leur dans 20, 30, 40 ans par rapport à la donnée au Cameroun, si vous ne leur dites pas dans l'essence qu'est-ce qui constitue l'essentiel de leurs valeurs, l'essentiel de leur identité camerounaise? J'ai envie de vous demander, c'est quoi l'identité camerounaise? C'est quoi être camerounais, selon la définition de l'homme de culture que vous êtes, selon la définition de l'actique? Être camerounais, c'est être habitant de cet espace, né dans cet espace, dépositaire d'un ensemble d'us, de coutumes, donc de cultures qui font de nous des personnes particulières, identifiables en fonction de ce que nous avons reçu de nos pères. En quoi ces valeurs fondent un élément pour le développement économique? En quoi ces valeurs peuvent être transformées en développement économique? À mon avis, c'est évident. À partir du moment où je prends un aspect tout petit, mais très symbolique, à partir du moment où vous êtes Camerounais, du point de vue de la gastronomie, être Camerounais, l'assiette du Camerounais parle. Vous allez regarder tout à côté en Centrafrique ou au Gabon, l'assiette n'est pas la même, le contenu de l'assiette n'est pas le même. À partir du moment où vous dites que vous êtes Camerounais, on va parler du contenu de l'assiette. Quelques exemples sans faire trop d'efforts, le mbongo chowi, le koki, le héroux. Je ne vais pas plus loin que ça. Vous avez le nombre de Camerounais qui, de manière tacite, spontanée, va consommer cela, sans se poser de questions. C'est déjà un marché. Vous avez une diaspora camerounaise qui va défendre cela hors des frontières. Et vous avez maintenant l'influence du Cameroun sur le plan culturel qui va proposer cela aux autres communautés, aux autres peuples à travers le monde. Et cela va donner une force. Je prends simplement cet aspect-là sur le plan économique. Imaginez qu'on arrive à conserver ces repas qui sont spécifiques à nous en tant que Camerounais et qu'on arrive à exporter notre savoir-faire et qu'on arrive à vendre cela dans le monde entier. Un aspect seulement comme celui-là. On rappelle quand même que l'économie industrielle, l'industrie créative et culturelle dans le monde, c'est 5% du PIB mondial, un peu plus de 500 millions d'emplois qui sont générés. Mais au Cameroun, merci de c'est le marginal. dire. Je vais tout à côté chez le voisin nigérian. Le PIB de 2023, l'industrie culturelle et créative, notamment la musique et le cinéma, ont généré environ 1,4 milliard de dollars. Vous voyez ce que nous perdons à ne pas nous structurer, à ne pas nous mettre en ordre de marche et à minimiser un secteur comme celui-là. Maintenant, il ne faut pas, et je pense que le débat a été ouvert aussi dans ce sens, arriver à travailler à la mise en forme d'un certain nombre de mécanismes, à la normalisation de ce secteur. Ça ne veut pas dire travailler à l'oppression des acteurs dans ce secteur, parce que parfois il y a cette confusion. On pense que pour normaliser, il faut venir avec les gros sabots oppresser les gens qui travaillent déjà. Venir imposer une vision, et suivez mon regard, imposer une vision unilatérale sans même discuter avec les acteurs et penser que ça va marcher. Et nous sommes là pour voir que ça ne fonctionne pas de manière cohérente. Ce que nous pensons à travers Actic, c'est qu'il faut simplement, et c'est le cadre du groupement le permet déjà, permettre une discussion permanente entre les parties prenantes, les acteurs donc des différents secteurs d'activité de ce domaine-là, qui se remettent en question, qui se mettent en débat constant et qui se mettent dans une idée de cohésion permanente. Pourquoi la cohésion? Parce que jusqu'à présent, chacun a travaillé de son côté pour des résultats que l'on sait mitigés. Aujourd'hui, l'idée, c'est de travailler en groupe, c'est de travailler de manière cohérente, de mettre en place une chaîne de valeur qui va générer certainement les impacts que nous souhaitons pour l'économie culturelle et l'économie du Cameroun en général. Ça ne peut pas se faire toujours avec des initiatives isolées.
Alors, je reviens sur le pacte avec l'un des points, le premier qui frappe. Faire de la culture un droit fondamental inscrit dans la Constitution et créer un Conseil national de la culture pour coordonner les politiques publiques en matière de culture. Tout à fait. À ce niveau-là, vous voyez... Est-ce que ce n'est pas un peu trop fort? Ça pourrait être fort, mais ça peut se projeter. Pourquoi? Parce que autant la culture est une donnée démocratique que tout le monde peut apprécier à son niveau, à sa lunette, autant il est important de mettre des institutions en place qui permettent aussi d'encadrer la vision non seulement des acteurs, mais aussi des personnes qui sont visées par, j'ai envie de dire, les programmes, les impacts, les inputs de la démarche d'un mouvement culturel. Et le Cameroun est un pays structuré avec des institutions fortes, mais c'est aussi un pays qui se construit. Pourquoi ne pas proposer donc à ce niveau de la construction nationale, comme nous avons le Conseil national de la communication, c'est un exemple parmi d'autres. Nous avons un conseil de la magistrature. Pourquoi ne pas penser sur le plan des arts et de la culture à un organisme, à une institution qui permet simplement de recadrer éventuellement et d'avoir... Est-ce que ça ne fera pas dualité avec le ministère des Arts et de la Culture qui est déjà chargé de l'organisation, de la structuration et de la gestion de ce mouvement culturel? À mon humble avis, non. C'est comme si vous me disiez que le Conseil national de la communication ferait doublon avec le ministère de la Communication. Non. C'est important d'avoir une institution qui se détache justement de la gestion au quotidien, mais qui a du recul et qui permet de regarder des aspects qui ne sont pas liés au management du quotidien, trivial d'ailleurs. Alors, l'autre proposition, vous demandez également la réforme du financement, de la fiscalité et du mécénat culturel pour créer un environnement durable via le mécénat, le partenariat public et des projets bankable. Absolument. On reforme le financement comment? L'État met déjà 1 milliard de francs CFA, par exemple, pour l'enveloppe de la culture chaque année. Le budget du ministère de la Culture pour 2025 était à peu près à 4 à 6 milliards de francs CFA. Est-ce que ce n'est pas suffisant? Merci pour cette question. Déjà, vous évoquez le compte d'affectation spéciale. Oui, le compte d'affectation spéciale. J'aimerais que vous vous renseigniez dessus. Je doute que ça fonctionne bien. Donc, si ça fonctionnait bien, je ne pense pas que certains acteurs seraient obligés de pratiquement faire la manche en public lorsqu'ils ont des situations personnelles, ce qui est regrettable d'ailleurs. Donc, ce fonds d'accompagnement est une très belle idée et nous remercions le chef de l'État pour une initiative comme celle-là. Mais je suis de ceux qui se demandent s'il fonctionne vraiment. Parce que la manière dont c'est mis en place, la manière dont ça arrive aux acteurs et la manière dont c'est géré par les acteurs, je pense qu'il y a débat là-dessus. Je ne voudrais pas ouvrir la boîte à Pandore. Mais vous parlez du budget du ministère des Arts et de la Culture et je suis très heureux que vous évoquiez cela. Est-ce que ce n'est pas un budget de fonctionnement qui concerne plus, comme je le disais tout à l'heure, le management d'un organisme ministériel? Hein? Quel est le budget idéal qu'il faudrait, par exemple, mettre? Allons dans les chiffres, allons dans les données. On sait, par exemple, que dans certains pays, le budget alloué à l'éducation, par exemple, c'est 30% du budget national qui est alloué au secteur de l'éducation, qui englobe la culture et tous ces éléments-là. Pour qu'on ait une culture forte, une industrie culturelle et créative forte au Cameroun, que doit mettre l'État comme budget, comme prévision? Alors, je voudrais d'abord insister sur les points de ce que vous avez lu tout à l'heure. Cette proposition, elle n'est pas formulée au hasard. Nous avons évoqué la loi sur le mécénat. Nous avons au Cameroun une loi sur le mécénat. Simplement, à ce niveau-là, si on active effectivement le décret d'application de cette loi, si on la met en œuvre, elle va permettre qu'une partie de la vie culturelle soit supportée par des entreprises qui font énormément de profit au Cameroun. Cette loi a prévu cette disposition. Et nous n'avons pas l'impression dans la vie des entrepreneurs culturels du Cameroun, dans la vie des artistes du Cameroun, que cela soit effectif. On vous dira que la plupart de ces entreprises sponsorisent déjà 80% des événements culturels. Et moi, je vous dirais que la plupart de ces entreprises ont créé des fondations. Cherchez l'erreur. Donc, nous avons insisté pour que la normalisation suive son cours dans ce cas-là, dans ce secteur. Je crois qu'il y a conflit d'intérêts. On ne peut pas avoir une loi sur le mécénat et subitement, le lendemain de l'adoption du décret d'application, toutes les entreprises se retrouvent avec des fondations. Cherchez l'erreur. Des fondations qui sont désormais en charge de la gestion. Et derrière, vous avez donc le mécénat qui a disparu au Cameroun.
cherchez l'erreur, je m'arrête là. Ensuite, vous avez un autre volet, le financement des arts et de la culture. Ce n'est pas une affaire qu'on va dire de manière, j'ai envie de dire, on ne va pas asséner un chiffre. Il faut mettre en place des mécanismes. Ces mécanismes qui vont permettre que finalement la norme s'établisse et qu'un régime se mette en place pour permettre aux opérateurs de travailler. Quelles sont les pistes que nous avons dans les réflexions plurielles d'Arctique? Nous avons des pistes qui sont relatives évidemment à la défiscalisation, notamment douanière, de certaines réalités que nous, les opérateurs culturels, nous rencontrons. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui au Cameroun, j'en ai vécu l'expérience, lorsque vous avez du matériel de musique qui vient pour un centre comme celui-ci, vous payez la douane. Est-ce que cela est normal? Donc il serait temps d'adopter des mesures quand même qui soient cohérentes et qui permettent à des opérateurs qui ne sont pas toujours dans une logique de profit de bénéficier d'un accompagnement institutionnel et de faire leur travail pour l'émancipation de la culture nationale, on va le dire comme ça. On vous dira que par exemple dans les accords des APE, l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne, il y a par exemple des exonérations fiscalo-douanières pour le matériel de l'audiovisuel. Très bien. Par exemple. Très bien. Est-ce qu'on doit étendre cette mesure-là aux autres secteurs? Absolument. Et vous voyez que là, vous m'amenez directement à m'interroger aussi sur la copie privée, qui est une taxe effectivement prélevée au Cameroun, à l'endroit d'ailleurs des acteurs des ICC. Et où va cette taxe qui est prélevée chaque jour que Dieu crée? Nous avons des ports très performants, nous avons une flotte aéronautique et nous avons une douane très active au Cameroun, que ce soit par les airs, que ce soit par les routes, que ce soit par les voies fluviales, nous avons l'océan Atlantique là. Alors qu'est-ce qui se passe? La taxe sur, sur la copie privée, où va-t-elle? À qui va-t-elle? Alors c'est pour cet ensemble de préoccupations que nous avons notamment parlé de ce point-là dans l'aspect de la normalisation fiscale, la normalisation déjà de ce qui existe, on peut tirer le meilleur. Après, la question que vous avez posée de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, combien faut-il donner, nous, puisque je ne parle pas forcément à titre personnel aujourd'hui, nous sommes enclins à penser que les mécanismes existent déjà, qu'il faut simplement être sincère et qu'il faut sincèrement et avec un peu d'empathie remettre les cartes sur la table. Parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans la démarche en cours. D'une part, on vous dira la loi existe. D'autre part, on vous dira le mécanisme existe. Je parle de la loi sur le mécénat, je parle du mécanisme de la collecte de la taxe sur la copie privée, entre autres. Et je ne vais même pas entrer dans les préoccupations liées aux droits d'auteur. Et enfin, justement, j'allais vous amener vers les droits d'auteur. On en parlera tout à l'heure. Je vous attendais là-dessus. Et on en parlera si vous permettez. Et enfin, vous avez sur le terrain des gens qui ne sont jamais irrigués par toutes ces mesures. Cherchez l'erreur. Je reviens avec vous sur la question des droits d'auteur. On vous aurait attendu là-dessus, on aurait attendu pleinement l'Arctique en pointant du doigt le fait que les artistes ont du mal à vivre de leur art au Cameroun du fait d'une désorganisation complète du système des droits d'auteur. Très bien. Que veut faire l'Arctique des droits d'auteur de manière concrète? Développement d'une économie créative compétitive. D'accord? Et à ce point, il y a le point révolution numérique de la culture. Et enfin, il y a le point 6, statut juridique et social des professionnels de la culture. Je vais répondre par ces 3 points. Développement d'une industrie, d'une économie créative compétitive. Pour que les artistes vivent de leur art, il faut réactiver la réalité d'un marché des biens culturels. Il faut transformer l'artiste en entrepreneur culturel, peut-être? Pas encore. L'artiste peut rester artiste, mais s'il n'existe pas de marché culturel, il est perdu. Et le Cameroun se trouve dans une situation aujourd'hui où il n'existe plus de marché culturel, en tout cas de marché des biens culturels. Un exemple simple, je vais prendre 3 domaines. Le film. Nous avons de plus en plus de réalisateurs créatifs qui font des choses exceptionnelles et la technologie a été apprivoisée et domestiquée par les Camerounais. Autant peut-être dans les années antérieures, on avait un gap technologique entre ce qui était produit au Cameroun et ce qui était produit ailleurs. Autant aujourd'hui, nous avons des compétences. Regardez l'émission que vous êtes en train de coordonner, de présenter. Regardez le niveau technique de cette émission. Donc je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus de débat sur la qualité ni des techniciens,
ni des équipements qui sont disponibles au Cameroun. Mais pourtant, plus nous avançons dans la qualité de production, moins nous avons la possibilité d'avoir un marché à disposition. Le film camerounais aujourd'hui se vend où? Que ce soit en diffusion, nous avons moins de salles de cinéma. Que ce soit en vente de copies, on va dire copies à l'individu. Sur DVD ou en clé USB. CD, oui, oui. Copies privées, comme vous dites. Où est-ce qu'on achète des films, des DVD? Je prends le secteur du livre. Le livre est en déperdition. Nous avons une des vice-présidentes de Actic qui travaille activement à la promotion du livre, que je salue d'ailleurs en ce moment, Madame Christelle Noah, avec les éditions Éclosion, qui font un travail de sensibilisation permanent sur le livre. Et je suis solidaire de sa démarche pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est un véritable combat, une bataille qui n'a pas de nom. Vouloir faire vivre le livre au Cameroun, comment on fait? Les librairies, qui y entrent? Où sont les bibliothèques? J'ai presque envie de dire, où est-ce qu'on achète le livre? On vous dira que tout est passé au numérique. Non. Autant le numérique existe aux États-Unis et en France. Je suis heureux de parler de l'expérience française parce qu'on a un peu d'attache aussi avec ce pays-là. Vous irez partout dans les rues, dans une ville française, vous verrez un point qu'on appelle le point relais. Je ne fais pas de publicité. Vous trouverez toujours où acheter un livre, un disque à la FNAC ou ailleurs. Le livre au Cameroun, on l'achète où? Et enfin, la musique. Alors là, la musique... Vous ouvrez la boîte à Pandore. Je crois qu'aujourd'hui, le Camerounais, c'est qu'on n'achète pas la musique. Le pirate s'est institutionnalisé, il est partout dans les rues, impunément, il vous tend votre œuvre. Parfois, on m'a tendu ma musique, et j'ai dit non, merci. Et c'est à peine s'il ne vous nargue pas. Comment vous, qui êtes producteur, c'est mon cas, d'œuvres originales, qui êtes dépositaire d'un catalogue de musique, comment vous faites pour vendre votre travail? Vous voyez que l'artiste est en danger à partir du moment où il n'existe pas un marché. Donc pour nous, le premier point, rendre sa compétitivité économique à l'industrie culturelle et créative, ce serait déjà la réactivation du marché culturel au Cameroun, qui appelle forcément une normalisation. Il faut simplement arrêter la contrefaçon à ciel ouvert, permettre aux cinéastes de vendre leurs films, aux musiciens de vendre leur musique dans la légalité, parce que ce n'est pas une chose difficile à faire. Il faut simplement créer un environnement légal qui permet que cela se fasse. Et aussi, d'autre part, éduquer les populations pour qu'elles sachent qu'elles sont dans leur démarche à acheter des œuvres culturelles. Elles sont en train de contribuer à l'émancipation économique. Peut-être parce qu'il faut refaire l'éducation des consommateurs également en leur rappelant de manière insidieuse ou chaque jour que la contrefaçon, ça tue l'art. Tout à fait, c'est une chose qu'on sait faire au Cameroun. Lorsque le carburant a été en danger par rapport à cette question de la contrefaçon, ça a été réglé très rapidement, aussi bien par la sensibilisation que par la coercition. Voilà. Donc je pense que pour l'art, c'est quelque chose qui peut se faire. C'est pour ça que nous avons interpellé les décideurs de demain pour leur dire de ne pas oublier ce point. Ensuite, en ce qui concerne le droit d'auteur, évidemment, lorsque vous avez le marché qui fonctionne, l'incidence, c'est que le droit d'auteur fonctionne. Mais lorsque vous avez le marché qui est inexistant, l'incidence, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Tout le monde se rabat sur le droit d'auteur, avec raison ou pas. Parce que du coup, vous vous retrouvez avec des personnes, vous vous demandez ce qu'elles ont généré comme droit, mais elles font plus de bruit que d'autres personnes qui, elles, ont travaillé pendant des décennies. Donc ça devient une confusion qui, à mon avis, semble assez insipide. Et la solution pour Actic, c'est la normalisation du secteur du marché des biens créatifs. Je vous ai parlé d'un autre point, je ne serai pas plus long. Le statut juridique et social des acteurs et des professionnels de la culture. Là aussi, il y a débat. Parce que lorsque tout le monde peut entrer dans une profession et en sortir comme d'une auberge espagnole, je ne sais pas de quoi on parle. On vous dira que l'art, c'est les œuvres de l'esprit. Non. L'art, c'est un métier qui est tenu par des professionnels. Si vous avez une idée de chanson, oui, c'est votre œuvre. Au niveau du droit d'auteur, au niveau des droits moraux, vous serez dépositaire des droits, mais vous devrez confier aux professionnels la réalisation de cette œuvre. Et à ce moment, les professionnels vont en faire un bien culturel, et ce bien culturel va intégrer un marché. C'est très logique. La première mesure à prendre. Pour vous, un nouveau président est élu le 12 octobre. Quelle doit être la première mesure à prendre
pour effectivement faire des acteurs de l'industrie créative et culturelle, des acteurs de l'économie. Que faut-il faire? Merci. La première mesure à prendre pour moi, pour le président qui sera élu au soir du 12 octobre prochain, et je parle sous le contrôle de mes collègues d'Actic, identifier, faire une cartographie de l'environnement professionnel des ICC. Identifier donc les acteurs qui sont déjà en activité, ceux qui existent et ceux qui ont un impact dans la vie culturelle du Cameroun. À partir de ce moment, on sait à qui on s'adresse et on peut créer des dynamiques à partir des acteurs qui ont fait leurs preuves. Deuxième mesure, conjointe à la première, donner à ces acteurs les moyens d'impacter sur un plus grand nombre, que ce soit dans le secteur des économies culturelles, que ce soit dans le secteur de l'éducation, que ce soit dans le secteur de la valorisation des acquis du Cameroun. Et à ce moment-là, évidemment, on a parlé tout à l'heure de pistes de financement. Elles n'iraient pas dans tous les sens, elles iraient à des personnes morales qui auraient donc la responsabilité d'un cahier de charges et qui, à l'arrivée, contribueraient pour le bien du Cameroun à atteindre des objectifs précis dans ce secteur, dans ce segment de la vie nationale. La troisième mesure, irriguer les acteurs, ceux qui travaillent vraiment et qui seront forcément identifiés par ces structures-là, avec ce qui existe déjà comme canaux de financement. Je pense à la taxe sur la copie privée. Et là, ça permettra de relever le niveau de la culture au Cameroun. Tout à fait. Je vous pose une dernière question avant de prendre le deuxième break de cette édition de Stratégie. Si le prochain président de la République vous dit « Ok, je prends votre pacte et je l'applique mot pour mot », l'Actic est-elle prête et est-elle capable d'assurer à la fois la mise en œuvre et le contrôle de la mise sur pied de ces 10 points du pacte? Nous pensons que le rôle d'Actic, ce n'est pas d'assurer le contrôle à la place de l'État qui, à ce moment-là, devra prendre ses responsabilités et donc mettre des institutions en place pour évaluer, pour coordonner et pour accompagner la mise en place d'une politique. Ce n'est pas le rôle d'Actic. Actic est une force de proposition. Actic émane de la société civile et Actic s'inscrit dans une démarche de proposition. Proposer avant l'élection est un symbole. C'est dire notre neutralité, c'est dire notre citoyenneté, notre engagement citoyen dans la perspective de contribuer au mieux-être du Cameroun sur le plan culturel et donc des citoyens du Cameroun qui ont besoin de la souveraineté de cette décision-là qui concerne la culture qui est la leur. Actic, une fois l'élection passée, restera une force de proposition qui veillera simplement... Et si on vous demande de passer de proposition à action, vous agissez? Nous sommes dans l'action déjà. En tant qu'opérateurs culturels, la plupart d'entre nous sont dans l'action, ça je vous le confirme. Mais en tant qu'organisme, groupement, notre idée vis-à-vis des politiques, c'est de rester une force de proposition et de suivi. Donc nous serons dans le rôle de regarder ce qui se fait, de faire des propositions en continu, éventuellement d'interpeller. Parce que c'est le rôle de ce groupement, ce n'est pas de se substituer aux organismes de l'État. Merci Ruben, je reviens à vous dans quelques instants pour la dernière partie de cette édition de Stratégie. Le temps pour nous d'aller découvrir le deuxième reportage que nous propose la rédaction. Dans quelques jours donc, quelques 8 millions de Camerounais inscrits sur les listes électorales sont appelés à choisir le président de la République du Cameroun. 12 candidats sont en lice pour ce scrutin avec des offres politiques et économiques bien diverses. Qu'en est-il de la culture et de l'éducation? Quelle place occupent ces deux secteurs dans les programmes des candidats à la présidentielle? Achille Aboué-Foumena, Arnold Ndal sont allés à la rencontre de quelques-uns de ces candidats et de quelques responsables syndicaux. Le reportage est mis en musique par Richard Mani-Ongele. À quelques semaines du scrutin présidentiel, les promesses électorales s'invitent dans les salles de classe et sur la scène culturelle. Éducation et culture, deux piliers fragiles mais essentiels pour un Cameroun nouveau, sont désormais au centre du débat. Comment les candidats à l'élection présidentielle du 12 octobre envisageaient-ils alors de répondre aux attentes des citoyens? Focus sur l'offre politique des candidats à Keremouna, Joshua Oshi et Serge Espoir Matomba.
Le constat de terrain est clair. L'éducation au Cameroun souffre de nombreux maux, entre démotivation des enseignants, effectifs pléthoriques ou encore manque d'infrastructures modernes. La coupe est pleine. Face à ces défis, les candidats à Keremouna et Joshua aussi, dans leur offre politique, s'engagent à proposer des solutions. Entre convergence et divergence, les programmes indiquent des visions parfois proches, mais très souvent opposées. Les deux candidats placent l'éducation au centre de leur projet politique. L'école doit revenir une priorité nationale. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est avoir sur le plan du système éducatif, avoir une rupture claire avec ce qui se fait aujourd'hui, parce que ce dont il est question pour nous, c'est de la refonte totale du système éducatif camerounais, parce que vous savez que l'un des principaux problèmes que nous avons, c'est qu'aujourd'hui nous formons des diplômés qui sont destinés au chômage. Pourquoi ils sont destinés au chômage? Simplement parce que la qualité de la formation qu'on reçoit aujourd'hui est totalement en inadéquation avec les besoins du marché moderne de l'emploi. On est aujourd'hui au XXIe siècle, le marché de l'emploi a besoin d'un certain nombre de compétences que notre système éducatif ne fournit pas. Donc il faut refondre totalement le système éducatif, l'adapter aux besoins du monde moderne de l'emploi. Ça commence par un certain nombre de choses. Ça commence par le fait, par exemple, que les conditions de vie et de travail des enseignants soient considérablement amélioré. On ne peut pas avoir un système éducatif fort si les enseignants sont clochardisés. Donc ça commence par là, ça commence par l'injection dans le système éducatif, la promotion de ce que nous appelle les STEAM, c'est-à-dire que les sciences, la technologie, l'informatique et les mathématiques. C'est aujourd'hui ces 4 disciplines et leurs adjuvants qui gouvernent le monde en termes de savoir et en termes de connaissances. Il faut aujourd'hui, non pas comme le gouvernement camerounais depuis déjà 30 ans, former des Camerounais, c'est la loi de 1998 portant orientation de l'éducation nationale qui dit que l'on forme des Camerounais enracinés dans leur culture, c'est bien, et ouverts au monde. Sauf que tout ça, c'est la culture générale. Et c'est pour ça qu'au Cameroun, jusqu'à aujourd'hui, vous avez des gens qui sont très forts en culture générale, mais qui sont incapables de transformer leur environnement pour vivre. Nous devons savoir ce que nous voulons. Le SDF dit: nous formons des citoyens capables de transformer leur environnement pour vivre. C'est vrai ou bien? Un ensemble de mécanismes est préconisé pour rendre opérationnelle la nouvelle approche bâtie autour de la digitalisation de l'école camerounaise. Entre recrutement des enseignants et réinvention des mécanismes de formulation et de mise en œuvre des politiques publiques nationales, les visions semblent converger. Les collectivités locales décentralisées ou alors les États dans le cadre du fédéralisme ont en même temps la possibilité de gérer eux-mêmes leurs ressources. Parce que, voyez-vous, pour qu'il y ait un équilibre, pour que vous parliez d'égalité de chance pour tous, il faudrait également que la gestion des ressources nationales soit équitable pour tous. Ce n'est pas que des gens à l'ouest produisent des ressources qui sont consommées à Yaoundé et on ne leur envoie rien. Donc il faudra décider que les régions, les arrondissements, les villages qui produisent les ressources qui rentrent dans la richesse de l'État soient les premières à en bénéficier. On ne peut pas venir enlever le gravier dans mon village à Logbadjek et qu'il n'y ait pas de route dans ce village-là. Ce n'est pas logique. Donc ce troisième élément permettra également de mobiliser des fonds et des ressources pour améliorer le programme éducatif. Parce que l'autre chose, le drame que nous avons aujourd'hui, c'est quoi? Nous avons le drame aujourd'hui de voir que des gens assis à Yaoundé décident pour la vie des localités dans lesquelles ils n'ont même jamais mis les pieds. Donc comment vous estimez que quelqu'un qui est assis à Yaoundé puisse décider s'il faut construire une école publique à 2 salles de classe ou à 3 salles de classe dans un village qui est situé au tréfonds du nord-ouest où il n'est jamais parti? Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est faire en sorte que les gens de cette localité-là eux-mêmes puissent décider en fonction de l'environnement dans lequel ils sont, quels sont leurs besoins et comment les prioriser. Le fédéralisme fait en sorte que tout ça se gère localement. Les écoles ne peuvent pas être gérées par l'administration centrale parce que l'administration centrale ne les connaît pas. Et donc dans le système de fédéralisme, ça veut dire quoi? Nous reconnaissons le fédéralisme à 3 niveaux. Commune, région, nation. Donc les Camerounais n'ont rien à craindre parce que la structure de l'État ne changera pas. Ce qui va changer, c'est où se trouve l'argent et où se trouvent les compétences. Et donc dans
le fédéralisme, pour faire simple, les compétences et l'argent se trouvent au bas niveau, sont les communes. Par le principe de subsidiarité, on ne renvoie au niveau supérieur que ce que l'on ne peut pas faire au niveau inférieur. Et donc, tout ce que le maire peut faire, on lui laisse ses compétences et on le renvoie au niveau des régions ou de l'État. Ça dépend. Nous, on n'est pas accroché à comment on va appeler ça. Et on n'est pas accroché au nombre. C'est le fédéralisme d'exécution. C'est là où le pouvoir et l'argent va qui est important. Et donc, on renvoie au niveau supérieur uniquement ce que le maire ne peut pas faire. Et on renvoie au niveau national uniquement ce qu'on ne peut pas faire au niveau régional. Par exemple, les inspections nationales. Il est clair qu'on doit harmoniser les programmes scolaires pour que ce soit un peu partout la même chose. Mais la gestion d'un établissement ne peut pas relever du ministre. Et donc c'est le maire qui gère ça. C'est le maire qui nomme ses directeurs. C'est le maire qui nomme ses proviseurs. Et comment ne pas alors parler du manuel scolaire? Véritable entorse pour l'école camerounaise. Entre les livres uniques comme à la bonne vieille époque et les défis de l'évolution technologique dans le monde, la solution semble être là, la tablette scolaire. Le marché du livre est devenu un vrai business. Au gré des humeurs, on dit que cette année-ci, chaque année, on change de manuel. Nous avons une proposition qui est très intéressante pour ce qui est du manuel scolaire. D'abord, figurez-vous que j'ai une fille qui a 7 ans. Quand elle va à l'école tous les matins, je suis inquiet. Si vous voyez son sac, c'est hallucinant. Son sac a presque le même poids qu'elle. Parce qu'elle doit amener tous ses livres à l'école. Nous, on a un système que nous proposons qui est un système simple. C'est une tablette qu'un enfant va utiliser de la CIL jusqu'en terminale. Dans cette tablette, il y a tous ses manuels quand il est à la CIL. Quand il passe au cours préparatoire, les parents peuvent payer un taux forfaitaire, un montant forfaitaire, on peut dire 10 ou 15 000, et on actualise la tablette, il a les livres du cours préparatoire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il n'y a donc pas de consistance, de cohérence dans le programme éducatif, parce que ça change chaque année. Mais la politique du SDF, c'est la digitalisation de l'école. Nous portons un projet de l'école digitale. L'école 2.0, éducation 2.0. Dans 10 ans, l'analphabète sera celui ou celle qui ne sait pas utiliser l'intelligence artificielle. C'est ça, on va vers là. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Et nous devons préparer nos enfants à ça. Et donc, ce sont les tablettes qu'il faut offrir aujourd'hui aux enfants. C'est ça qu'on fait en Occident, c'est ça qu'on fait partout et ça marche très bien. Il faut qu'on aille vers là. Une tablette coûterait 5 000 et il y aurait tout le contenu de l'éducation dans la tablette. Et cette tablette est réutilisable. Mais il se trouve des moments où les visions divergent. Là commence le calcul coût-avantage. Comment financer toutes ces ambitieuses réformes? Où trouver de l'argent pour une école camerounaise nouvelle? Responsabilité étatique mise en avant pour le programme porté par le candidat Joshua Aussi, avec un accent sur le principe de subsidiarité si cher à la gouvernance locale. Et si l'État achète des droits d'auteur, ce sera en libre distribution. Mais l'État a la responsabilité de l'éducation. Quand l'État a acheté le droit d'auteur, l'État met à la disposition des élèves et des parents gratuitement. C'est comme ça que nous garantissons l'école gratuite jusqu'au second cycle du secondaire. Pour le candidat Keremouna, la solution est ailleurs. Entre recouvrement divers et réharmonisation des programmes gouvernementaux se trouve la voie du salut. Si vous avez écouté les interviews que Keremouna a accordées ces derniers temps, il vous parle de pouvoir mettre dans les caisses de l'État, dans les 100 premiers jours, près de 800 milliards de francs, un peu plus de 800 milliards de francs. C'est de l'argent que une entreprise comme Glencore nous doit en termes de dommages et intérêts pour avoir violé, pour avoir corrompu, pour avoir gagné des marchés ici sous le fait de la corruption. Mais au-delà de ça, quand vous parcourez aujourd'hui notre système, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de programmes. Programme de développement participatif, programme de ceci, programme de cela. C'est des programmes, il y en a une centaine, qui vous prennent entre 5 et 10 milliards en termes de budget par an. Et qui ne profitent pas à tout le monde. C'est un groupe de personnes qui est là, vous ne savez même pas. Et je vous dis, si vous énumérez, nous on en a énuméré 109, on s'est arrêté de compter à 109. Il y en a plusieurs. Si vous arrêtez ces programmes-là, vous avez de l'argent à disposition pour des centaines de milliards qui peuvent participer au soutien à l'éducation.
D'ambitieuses réformes forcément de nature à flatter les goûts des électeurs, mais comblent-elles alors les attentes des seigneurs de la craie? Nous avons rencontré le candidat Joshua aussi. Nous avons rencontré le candidat Serge Espoir Matomba du PURS, pour ne parler que de ces deux-là. À chaque fois que nous avons rencontré ces candidats, nous leur avons fait savoir que les offres qui sont présentes dans leur programme politique sont quelque peu alléchantes, mais elles nous laissent un peu sur notre soif. Elles nous laissent un peu sur notre soif par rapport à l'urgence vraiment de transformer radicalement la condition de l'enseignant au Cameroun. Voyez-vous, dans leurs offres, les propositions sont restées généralement d'ordre général. On n'a pas vu véritablement des propositions qui attaquent les principaux motifs des revendications des enseignants aujourd'hui. Parmi ces motifs, si vous avez été à la rencontre du 26 mars avec le gouvernement, vous verrez par exemple que nous avons agressé la question de ce que nous avons appelé les maîtres des parents. Les maîtres des parents. Donc, notamment la précarité dans laquelle ces gens sont appelés à enseigner, à exercer. Le malaise commence avec le désengagement de l'État au niveau du primaire. Il faut résoudre ce problème. Il faut que l'État reprenne ses engagements. Et avec l'International d'éducation, les syndicats camerounais mènent une campagne aujourd'hui, éducation force du public. Depuis que les acteurs du privé ont gagné du terrain et que l'État qui devait réglementer a baissé la main, ne réglemente plus, le désordre qui se fait est tel que les enseignants qui ont des compétences n'acceptent même pas aller enseigner au privé parce que le code du travail, là aussi, il est assez flexible, assez mou, assez flasque. Il devrait exiger qu'aucun recrutement ne se fasse dans un établissement scolaire sans un contrat de travail. J'aimerais insister sur la vision stratégique. On ne peut pas changer l'éducation sans une vision stratégique appropriée. Et lorsque je parle de vision stratégique, je pense premièrement à l'idée qu'on se fait de l'éducation dans notre pays. Est-ce que l'éducation est juste un secteur qui consomme le budget ou c'est un secteur qui produit des richesses? Il faut qu'on se rappelle que depuis les années 80, le monde entier est dans l'économie de la connaissance. Et donc, si on croit à l'économie de la connaissance, si on croit à l'innovation qui change le monde, on doit avoir de notre éducation une vision qui la considère comme une activité productrice de richesses. Et ça, c'est le premier aspect concernant la vision. La deuxième vision, c'est quel genre de citoyens nous voulons avoir. Est-ce que nous voulons avoir des généralistes ou nous voulons faire une nation d'ingénieurs? C'est très important de le faire. Alors, il faut se pencher sur la question des équilibres entre l'enseignement général et l'enseignement technique et technologique. Et mettre les moyens pour transformer, pour inverser les équilibres actuels et faire que nous ayons dans les années à venir une véritable nation d'ingénieurs. La troisième chose sur la vision, c'est est-ce que nous voulons nous diluer dans la culture monde qu'on nous présente aujourd'hui à la télévision ou nous voulons proposer au monde une spécificité camerounaise? Si c'est cette seconde option qui est la nôtre, nous devons réfléchir rapidement à la place de l'histoire dans nos enseignements, à la place de la géographie dans nos enseignements. Nous devons réfléchir à la place des langues nationales dans nos enseignements. Quel est l'espace culturel qu'on va créer dans les établissements scolaires pour permettre aux enfants non seulement d'entendre parler de ces choses, mais de les vivre concrètement. Au-delà de ces réformes, toutes aussi ambitieuses qu'innovantes, un autre enjeu traverse la question de l'éducation, celui de la langue. Le bilinguisme officiel, souvent peu maîtrisé, et la place des langues camerounaises, trop peu valorisée, pose la question du lien entre éducation et identité. Comment donc former des citoyens sans ignorer leur culture?
Préserver nos langues en s'ouvrant au monde actuel, bâtir une société éduquée et fière de ses racines. C'est précisément sur ce terrain que la culture rejoint l'éducation. Et elle s'invite désormais au cœur du projet politique. Longtemps reléguée au second plan, la culture revient au centre du débat. L'initiative portée par l'Alliance pour la transformation et l'innovation culturelle à travers un pacte culturel visant à engager les futurs dirigeants du Cameroun à structurer et financer le secteur de la culture, proposé au candidat Tomba Point Nommé. Serge Espoir Matomba est le premier candidat à signer formellement son adhésion à ce pacte culturel. Nous avons pensé à un moment que ce qu'il nous fallait dans notre pays, c'était une révolution culturelle. Pour que nous puissions, bien évidemment, construire notre pays en fonction des réalités du pays. Mais nous nous rendons très rapidement compte qu'il faut d'abord aller décoloniser le pays. Il faut d'abord aller arracher sa souveraineté. Et en arrachant sa souveraineté, nous sommes donc contraints de réécrire notre constitution en intégrant donc ces éléments qui seront des éléments identitaires et qui pourront donc amener les acteurs, non seulement de la culture, mais de tous les autres secteurs, à pouvoir vivre décemment et pouvoir s'épanouir dans leurs différents départements. C'est d'ailleurs déjà dans notre projet de société et en adoptant, n'est-ce pas, le pacte, nous prenons l'engagement, n'est-ce pas, avec la corporation pour travailler et aller dans le sens qui est voulu par les acteurs de la culture même. Dans les milieux de la culture au Cameroun, c'est avec grande impatience, mais aussi un peu de prudence, que l'adhésion à ce pacte est accueillie. Les attentes sont fixées vers une véritable politique culturelle qui protège les droits des acteurs et qui garantit aux auteurs les moyens de produire et vivre de leur art. Oui, tout est possible. On dit déjà qu'impossible n'est pas camerounais. Donc, si ça se passe ailleurs, il suffit d'un peu de volonté de la part des uns et des autres pour que la culture apporte un peu sa pierre à l'édifice, parce que nous voulons construire un avenir poétique. Hein? Poétique, c'est-à-dire que des choses qui puissent toucher, charmer et élever la personne, la communauté aussi. Donc je crois qu'une telle initiative ne peut qu'aider à prendre conscience de l'importance que peut revêtir la culture d'un peuple. Et après les élections, que se passera-t-il? Déjà, le fait que nous ayons été, nous nous soyons sentis interpellés par la question du challenge électoral, c'est une manière pour nous de nous dire, en tant que groupement, il est important de s'impliquer, de proposer des choses qui seront appréciées ou pas, mais qui devront quand même, le moment venu, interroger les candidats pour qu'ils se remettent en question, si tel est le cas, dans la proposition qu'ils ont faite dans une perspective élective. Mais de l'autre côté, s'il vous plaît, faisons le constat ensemble. Nous parlons énormément de problèmes dans le secteur des industries culturelles et créatives du Cameroun, notre pays. Le constat que nous pouvons partager est celui-ci. La plupart des problèmes viennent de l'absence d'une chaîne de valeur. L'ensemble des problèmes qui sont posés dans ce secteur émanent de l'absence d'une chaîne de valeur. Et le groupement Actic souhaite contribuer certainement à mettre ensemble les acteurs des différents secteurs de l'expression culturelle et artistique pour leur permettre déjà une interaction permanente et pour leur apprendre, parce qu'on en est là au Cameroun, c'est pour ça qu'on n'a pas décollé depuis longtemps, leur apprendre à travailler la main dans la main. Je vois la réunion d'aujourd'hui. Éducation et culture sont deux chantiers majeurs, deux domaines où les attentes sont immenses. Entre promesses de gratuité, de fondation d'une école nouvelle et l'enjeu de la préservation des identités locales dans un monde en proche choc des cultures, les défis semblent de forte ampleur. Électeurs et acteurs sectoriels attendent désormais des candidats qu'ils sortent des discours de campagne, qu'ils transforment leurs engagements en réalité au cas où. Car c'est sur la cour de l'école que se forge
les décideurs de demain. Retour sur le plateau de Stratégie, le magazine de l'économie actuelle, avec notre invité grand témoin du mois, Ruben Binam Bikoy, qui est le vice-président de l'ACTIC, le regroupement des acteurs des industries culturelles et créatives du Cameroun. Ruben, on approche quasiment de la fin de cette édition de Stratégie. On a parlé tout à l'heure du fait que la culture, c'était également l'éducation. Mais je vais vous poser une question sur les nouvelles technologies. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que tout le monde soit devenu photographe. J'entends le fait que les nouvelles technologies sont partout. On parle de plus en plus de l'intégration de l'intelligence artificielle, même dans les industries créatives. Est-ce que l'ICC est prêt, est-ce que l'ACTIC est prête pour ça? Oui, l'ACTIC est prête parce que l'ACTIC a posé le problème au vu de la concertation permanente que nous avons au sein du groupement de cet aspect-là de l'évolution du monde et donc du Cameroun. L'ACTIC est prête parce que l'ACTIC pose un problème qui est central. En général, lorsqu'on parle de technologie, l'Afrique, elle est à la traîne. Et pourtant, là, le Cameroun a une chance. Le Cameroun doit s'inscrire dans les innovations. Et je pense que la préoccupation des dirigeants du Cameroun, notamment le chef de l'État, est ancrée dans cet axe-là. Mais pourtant, dans les faits, encore une fois, nous sommes à la traîne. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, l'ACTIC pose un problème. Au moment où les choses se démocratisent, où tout le monde peut créer des choses, où les artistes, qui sont des professionnels du domaine de la créativité multimédia, ont les moyens de s'exprimer. Je parlais tout à l'heure du niveau technique qui s'est émancipé. Je parlais du niveau de diffusion aussi qui s'est largement ouvert. Parce qu'Internet permet qu'on crée une œuvre à Yaoundé et qu'elle puisse être écoutée à Kuala Lumpur. Au moment où tout cela arrive, les dirigeants du Cameroun n'ont pas signé les accords avec les principales plateformes de valorisation. Je ne suis pas dans le secret des décideurs du Cameroun, mais cela pose un problème aux créateurs de contenu. Nous n'arrivons pas à capitaliser les apports du Cameroun dans le numérique, parce que nous n'arrivons pas à générer les revenus qui sont liés à la capitalisation des apports du Cameroun sur les plateformes numériques, Google, Amazon, Facebook, Apple et j'en passe. On rappelle que pour monétiser par exemple un compte, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube et toutes les plateformes de téléchargement, il faut encore inscrire son compte à partir d'un pays étranger. Parce que le Cameroun n'est jamais sur la liste éligible pour ces différents comptes. Et ça pose Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a ces plateformes-là se disent qu'il y a trop de piraterie au Cameroun? Que ce n'est pas très sérieux le Cameroun? Non, ce n'est pas le cas. En réalité, le Cameroun n'est pas le pire pays au monde à ce niveau. Et dans des pays qui pourraient sembler des pays à risque au niveau justement de la fiabilité, Internet et tout, les accords sont signés pourtant. Donc je pense que, encore une fois, comme je le dis, chercher l'erreur. Donc ACTIC est prêt, puisqu'ACTIC a joué son rôle, à poser le problème aux autorités maintenant, une fois que l'élection sera passée, de se rendre compte qu'il y a là un secteur qui nous échappe et qui aujourd'hui participe à la génération des revenus dont nous parlions tout à l'heure. Nous avons évoqué les questions du PIB, nous avons évoqué les questions de la croissance économique, nous avons évoqué des questions du développement liées à cette industrie. Il y a aussi une fiscalité qu'il faut faire évoluer. Mais l'assiette fiscale est tributaire de ce qu'on a vendu, des profits que l'on a faits. Et si nous négligeons un pan de la vie culturelle, d'un aspect qui concerne, je dirais, 50 à 60, puisque nous n'avons pas plus de marché, nous l'avons dit tout à l'heure. Nous sommes à l'étape où nous devons reconstituer notre marché à partir de rien, puisqu'il n'existe plus. Mais au moins le marché du numérique, saisissons-le. Alors nous n'avons plus de marché et nous laissons la paupérisation au niveau du marché du numérique. Cherchez l'erreur. Il y a une niche fiscale, mais il y a également une niche économique importante avec le numérique. Et il faut absolument le structurer, il faut repenser ça. Puisqu'avec le numérique, la clientèle des biens culturels du Cameroun vient du monde entier. On peut générer beaucoup de revenus. La culture, c'est tout ce qui nous reste quand on a tout oublié. La culture, c'est une belle citation que la plupart des acteurs connaissent. Quels sont les vœux que vous formulez pour la culture camerounaise à l'aune de ce nouveau septennat? Alors je voudrais saluer le travail qu'a fait
le Cerdotola sur un ouvrage particulièrement, Indus Tradition de l'Afrique. Je recommande cet ouvrage à tous les décideurs de la vie culturelle, économique, sociale en Afrique et au Cameroun, bien entendu, parce que cet ouvrage traduit un peu, à sa manière, les préoccupations qui sont celles d'Actic dans le cadre de ce pacte. Parce que si nous voulons nous développer en tant que ce que nous sommes, Africains, citoyens du monde, l'Afrique dans le monde doit s'appuyer sur ce qu'elle est, sur ses spécificités, sur ses coutumes, sur sa spiritualité, sur son identité propre, pour aller à la rencontre des autres en toute dignité, en toute équité, en toute respectabilité. Et cet ouvrage que je recommande forcément, qui est signé par le secrétaire exécutif du Cerdotola, nous interpelle sur les acquis de l'Afrique qui doivent être industrialisés et mis à la proposition de l'universel. Mon vœu pour la culture, mon vœu pour les arts et la culture, eh bien, c'est qu'il contribue comme cela doit se faire au bien-être du plus grand nombre de personnes, aussi bien les populations endogènes de l'Afrique, du Cameroun, que les populations du monde entier. Parce que grâce à l'art, heureusement, les humains peuvent se parler. En ce moment, nous vivons une crise incroyable au niveau international, parmi d'autres certainement, mais un génocide à ciel ouvert au Moyen-Orient. Seule la culture peut faire parler les hommes et les femmes après un cataclysme pareil. Seule la culture peut rappeler l'humanité entre des personnes divergentes sur le plan économique, sur le plan religieux, sur le plan social. C'est la culture qui peut nous aider à résoudre même les crises internes, au Nozo par exemple. Absolument. C'est la culture qui peut remettre au centre du débat notre humanité. Et ça, c'est très important. Ruben Binam Bikoy, merci d'avoir accepté d'être l'invité grand témoin de stratégie ce mois. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'Actic. Un clin d'œil au président Blaise Etoa, qui est du côté de Douala, et également à tous les membres de l'Actic qui se veulent particulièrement dynamiques. Absolument, et à tout le bureau, parce que je suis le 3e vice-président. Je salue les autres. Oui. Voilà, je pense qu'il est important de vous dire merci pour cette invitation et de réitérer notre engagement à accompagner la vie culturelle du Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, le groupement des acteurs des industries culturelles et créatives du Cameroun a le besoin de remettre au centre du débat la question de l'identité culturelle du Cameroun comme une réalité, comme un vécu, non pas comme une affaire d'experts. Merci Ruben. Madame, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition du magazine de l'économie actuelle. Merci particulier à l'Actic qui nous a ouvert ses portes. Merci également à Ruben Binam et au Centre culturel Ubuntu qui nous ont accueillis pour la réalisation de cette édition de Stratégie. Prenons rendez-vous dans un mois avec le même plaisir pour une autre édition. D'ici là, bonsoir.